Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Polygone. Nous sommes ce soir au cœur de la rédaction de Mosaïque Cristal. Alors, Polygone, c'est votre nouveau rendez-vous tous les mercredis en direct pour débattre et échanger ensemble. D'ailleurs, on vous attend aussi sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à interagir en direct. Vos questions seront posées à nos invités et ça fonctionne aussi par téléphone au numéro qui s'affiche. Être jeune en 2020, pas si facile, et c'est le thème du jour, c'est d'actualité évidemment en cette période de rentrée. Et avec nous pour en débattre, Liliane Linde, bonsoir, vous êtes présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Paula Vicencio, vous êtes directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. Jean-Marc Huard, bonsoir, vous êtes recteur de l'Académie Nancy-Metz. Et enfin, Séverine Meyer, jeune diplômée Bac+3, également à la recherche d'un emploi. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce soir. Alors, c'est vrai qu'entre crise sanitaire, confinement, épreuve du bac supprimée, réforme du bac, difficulté d'accès aux entreprises, parfois même annulation de stages, nos jeunes ont subi la crise sanitaire de plein fouet. Et forcément, cette rentrée a une saveur particulière, mais aussi une organisation particulière. Alors pour démarrer cette émission, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on s'intéresse aux jeunes bacheliers 2020. On se rappelle tous que l'année scolaire s'est terminée sans épreuve du bac sur table et avec des résultats incroyables. Combien exactement, Jean-Marc Huard, voilà, sur l'Académie de Nancy-Metz, quel est le pourcentage ? On a eu sur les bacs généraux 94% de réussite. Sur les bacs professionnels, c'est 87% de réussite. Donc c'est effectivement des taux qui sont importants, qui sont plus importants que les autres années. Pas tant que ça quand même sur les bacs généraux, puisqu'on avait 90% de réussite habituellement dans l'académie. Néanmoins, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que les jeunes bacheliers de cette année, et les jeunes diplômés de cette année, les CAP, les bacs pro, c'est des jeunes qui sont méritants. Parce qu'aucun jeune n'a connu l'année que ces jeunes ont connue, et les conditions d'apprentissage qu'ils ont connues. Ils ont été suivis par leurs professeurs et voilà, je rends hommage au travail des professeurs, mais c'était inévitablement des conditions difficiles. Donc voilà, je voudrais vraiment insister là-dessus. Oui. Les résultats sont meilleurs, mais les jeunes sont méritants. Ils ont vécu avec le Covid, ils ont étudié avec le Covid et ils ont finalement eu leur examen avec le Covid. Et c'est un examen et c'est un diplôme qui a la même valeur que les autres années. Alors voilà, ça c'est votre sentiment face à ce chiffre, à ces chiffres. Pour les autres, quel est votre sentiment face à ces taux records au bac ? Nous, c'est pour le professionnel, pour l'apprentissage, le CAP ou le brevet professionnel ou la maîtrise ou les bacs pro. Mais c'est vrai que c'était à 1% près par rapport à l'année dernière. Donc voilà, pas très record non plus, mais très stable. Et ce que moi, par contre, je trouve dommage, c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, ça a été frustrant de ne pas passer leur pratique, de faire juste l'écrit, parce que vu les conditions sanitaires, c'était pas possible. Et ça, beaucoup nous l'ont dit, ça leur a quand même pesé. Surtout pour certains métiers où la pratique est vraiment primordiale. Oui, très important. Et pour vous, Paula Vicencio ? Nous avons constaté au niveau de la mission locale cet été un afflux de jeunes, bacheliers notamment, qui sont venus s'inscrire parce que la période est difficile. Ces jeunes sont inscrits sur Parcoursup et un certain nombre de jeunes n'ont pas eu d'affectation ou les affectations ont tardé. Donc ça a posé un certain nombre de problèmes avec des jeunes un petit peu en panique qui ne savaient pas ce qu'ils allaient pouvoir faire à la rentrée ou s'inscrire à la rentrée, avec les difficultés aussi pour les parents de recherche d'un logement étudiant dans une autre ville. Donc c'est relativement compliqué, mais on s'aperçoit quand même que ce sont des jeunes très motivés parce qu'ils n'ont pas attendu le dernier moment pour faire ces recherches et en tout cas pour rechercher une solution positive pour la rentrée. Oui, justement, il me semble que c'est la première question Facebook de notre émission. Il me semble que Kinette nous a envoyé un message Facebook. Elle nous demande qu'en est-il des jeunes qui ont eu le bac mais qui n'ont pas eu de place ou d'acceptation dans aucune des formations. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ?
Je peux répondre. On a un taux de satisfaction sur Parcoursup qui est bon, hein, qui est satisfaisant. On a un petit peu plus, parce que les résultats au bac sont importants, de jeunes issus des formations professionnelles qui n'avaient pas d'affectation au départ. On est en train encore de faire des commissions d'affectation, hein, donc il y a eu fin août et début septembre des commissions d'affectation, et on a vraiment un objectif qui est de proposer des solutions. Alors peut-être pas dans les filières qui étaient souhaitées, et d'ailleurs l'analyse des livrets scolaires est importante, mais on a créé cet été 450 places supplémentaires sur l'académie, sur le Grand Est, pour pouvoir accueillir des jeunes supplémentaires dans les universités, mais aussi sur des formations extrêmement courtes, des formations d'initiative locale. On a créé des places en classe passerelle qui permettent d'accéder à un BTS, spécifiquement pour ces jeunes qui n'avaient pas de solution. Ça va suffire, concrètement ? Écoutez, on le verra dans les semaines qui viennent. On s'est véritablement engagé pour que tout soit mis en place, pour que les jeunes aient une solution. Donc on est totalement motivé là-dessus. On l'est au niveau des services de l'éducation nationale, on l'est avec les services du ministère du Travail. La région est également très mobilisée sur cette question. Donc on va faire en sorte de proposer des choses aux jeunes intéressantes. De ton côté, Séverine, on se connaît un petit peu, hein. Tu as été stagiaire à Mosaïque Cristal il y a quelques années. Dans ton cas, explique-nous un petit peu comment s'est terminée ton année scolaire. Alors, il faut savoir que déjà, je suis en licence professionnelle métier de la communication à l'IUT de Strasbourg. Et normalement, ma formation devait se passer sur 5 ou 6 mois de cours initial. Puis ensuite, il se passait que je devais faire un stage. Et ce stage devait durer normalement 5 mois, donc de mi-février à fin juillet. Puis, lorsque j'ai commencé mon stage, rien que 2 semaines après, il se fut suspendu, tout simplement parce qu'il y a eu le confinement, la crise sanitaire, et la reprise a été aussi compliquée puisque j'ai fait mon stage au sein de l'Écomusée d'Alsace. Donc, c'est une structure qui a aussi dû prendre de grosses décisions, donc notamment mettre l'ensemble de son équipe en chômage technique. Et durant tout le confinement, il y avait le directeur qui était au sein de l'Écomusée, mais tout le reste de son équipe était enfermé, comme l'ensemble de la population. C'était pas une période facile, et d'autant plus quand ce stage, cette formation, elle était censée t'aider à valider ton année. Est-ce que là, tu as terminé ce stage? Comment ça se passe? Alors, mon stage s'est terminé fin juillet, comme prévu, même s'ils avaient quand même proposé que ça soit reporté pour moi. Pour mon cas, ça fut maintenu dans ces dates-là. Et du coup, j'ai passé ma soutenance hier. Et d'autres personnes comme moi ont dû passer la soutenance hier, alors que une bonne partie avait pu terminer leur formation plus tôt, puisque durant le confinement, plusieurs entreprises ont quand même pu continuer à travailler, mais ce n'était pas notre cas puisqu'on est un musée, donc une association. Donc ton année scolaire a été un petit peu décalée, je pense que ça a été le cas un petit peu partout sur le secteur. C'est le cas, oui, pour beaucoup de jeunes, bien sûr, oui. Surtout sur les stages. Effectivement. Alors on l'a dit, bon nombre d'élèves de terminale ont eu le bac, en tout cas sur l'académie Nancy-Metz et au niveau national. Mais que font ceux qui ont échoué? Et oui, on l'a dit, le bac tel qu'on le connaît est censé disparaître avec une nouvelle réforme. Eh bien, rassurez-vous, il ne recommence pas tout. Toutes les explications dans ce reportage. L'année scolaire n'aura pas été de tout repos, notamment pour les élèves de terminale qui ont passé leur bac de manière exceptionnelle. Oraux annulés, pas d'épreuves sur table, examens en contrôle continu. Seules les notes des premiers et deuxièmes trimestres avant le confinement ont été comptées. Résultat, pour les 745 000 candidats, le taux de réussite s'élève à 95,7%. Un chiffre qui pourrait encore augmenter à l'issue d'une session de rattrapage qui aura lieu en septembre. À titre de comparaison, en 2019, 755 900 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat.
88,1% ont été admis. Malgré ces chiffres records, certains lycéens n'ont pas réussi à décrocher le précieux sésame. Mais problème, c'était la toute dernière fois que le bac devait se dérouler sous sa forme actuelle. À partir de la rentrée scolaire, c'est une toute nouvelle formule qui est mise en place. Elle regroupe des matières communes à tous les élèves de première et terminale, ainsi que des enseignements de spécialité. Que se passe-t-il donc pour les élèves redoublant leur terminale ? Des aménagements ont été mis en place pour ces derniers. Les élèves pourront conserver certaines de leurs notes. Les disciplines sont différentes, mais le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des correspondances entre les anciennes et les nouvelles matières. Il faudra également choisir 2 enseignements de spécialité, comme les autres élèves arrivant de première. Dans le calcul de la note du bac, ce sont uniquement les moyennes des bulletins scolaires de terminale qui seront prises en compte pour ceux qui redoublent. Autre nouveauté pour eux, il faudra passer les épreuves de spécialité en mars, puis les épreuves communes de contrôle continu, l'épreuve de philosophie et enfin le grand oral. Une nouvelle année scolaire qui démarrera donc sous les chapeaux de roue pour enfin décrocher, on l'espère, le diplôme. Ah oui, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Alors concrètement, Jean-Marc Huard, est-ce qu'ils sont nombreux à refaire ce cursus ? Alors je me permets juste de dire que les images que vous avez, elles sont avant le confinement, puisque normalement aujourd'hui tout le monde était masqué dans les classes. Voilà. Donc je veux juste que les téléspectateurs n'aient pas de doute. Voilà, tout le monde est inévitablement masqué. Donc on a effectivement une réforme du baccalauréat. Il faut savoir que les élèves là, qui arrivent en terminale n'ont connu que la nouvelle organisation. Alors, il y a effectivement les redoublants, mais votre reportage est très, très précis, très bon, parce qu'il montre bien les correspondances. Il y a la possibilité effectivement de conserver certaines notes, mais comme on redouble de toute façon, on rentre effectivement dans un nouveau dispositif et on prend ces enseignements de spécialité qui sont là pour véritablement approfondir des matières dans lesquelles on est bon ou des matières que l'on aime bien dans la perspective de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment rassurer les candidats, les professeurs le savent en plus, puis comme vous l'avez montré, ils sont finalement un peu moins nombreux que ce qu'ils auraient pu être si on avait eu les taux de réussite habituels. Effectivement. Et est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on constate que ces jeunes qui ont peut-être loupé leur bac, est-ce qu'ils se présentent sur le marché de l'emploi là dès la rentrée ? C'est une grande inquiétude au niveau du gouvernement actuellement, puisque près de 700 000 jeunes doivent se présenter sur le marché du travail à la rentrée. Donc il peut y avoir une partie. C'est une génération normale. Effectivement. Une partie de ces jeunes aura sans doute échoué au baccalauréat et ne souhaitera pas se réinscrire à nouveau au lycée. Donc le gouvernement, le Premier ministre a annoncé un plan jeune très ambitieux. Dans ces mesures, il y a des mesures pour l'aide à l'emploi, donc avec une aide financière de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune pour un contrat de plus de 3 mois. Alors justement, on va évoquer tout à l'heure l'ensemble des aides et des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement déjà courant juillet. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle d'une problématique qui a touché les jeunes et qui est une conséquence de cette crise sanitaire liée au Covid-19. L'accès aux entreprises est maintenant plus difficile, notamment en ce qui concerne les stages, les apprentissages, l'alternance. Forcément, les entreprises ont connu une baisse d'activité, donc j'imagine que c'est plus difficile pour elles d'embaucher. Ça, vous le constatez, Liliane Lind, à la Chambre des métiers de l'artisanat, ou vous-même en tant que commerçante, qu'artisan, pardon. Oui, artisan. Mais je trouve que non, on n'a pas remarqué que c'était la cause du Covid, quoi. Ça fait 2-3 ans, c'est vrai que les jeunes ont du mal à pénétrer dans les entreprises, même si les entreprises sont quand même demandeurs. On a constaté là, depuis début janvier, que les différents métiers, que ce soit boucher, coiffeur, je vois dans mon secteur de la coiffure, on est en pénurie de jeunes qui veulent se présenter pour faire la coiffure, même en esthétique. Et c'est pas forcément parce qu'ils disent il manque d'entreprises. Mais non, les entreprises sont quand même demandeurs. Et puis,
peut-être il y en a qui ont hésité à cause du Covid de se dire où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va pouvoir le faire, mais les occasions ne se présentent pas non plus pour refuser des jeunes, parce qu'on n'en a pas dans les entreprises. Et ça, c'est bien dommage, parce que voilà, il faut que l'apprentissage dans les métiers continue, car c'est l'avenir de demain. C'est vraiment c'est grave. On a connu ça en 2008-2009, une crise comme ça, et on s'est rendu compte que 3 ou 4 ans après, on manquait de personnes qualifiées dans les entreprises. Donc on ne peut pas mettre tout sur le dos des entreprises. C'est vraiment aussi la jeunesse qui doit prendre conscience qu'il existe des métiers qui sont demandeurs et qui n'hésitent pas à y aller, quoi. Et avec les aides pour les entreprises, avec les aides qu'offre le gouvernement, parce que tout de suite on en a parlé en haut lieu, et là ils ont réagi tout de suite depuis le début de l'année en disant voilà, il faut axer sur l'apprentissage, donc voilà, on va parler tout à l'heure des aides. Alors justement, voilà, on a une nouvelle question sur Facebook de Francis qui dit: est-ce que le regard porté sur l'apprentissage a changé? On n'arrête pas de le dire, qu'il ne faut pas que encore ce soit une boîte de garage, comme on avait à un moment donné. Il faut vraiment, c'est pour ça que on n'arrête pas de prêcher que l'apprentissage, non, ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie royale, à la limite même. Jean-Marc Huart, vous aviez quelque chose à dire, je vois. On a 4,5% de demandes en plus post-troisième vers l'apprentissage. Ça, c'est un élément très positif. Et ça fait plusieurs années qu'on intègre beaucoup plus la présentation de l'apprentissage et qu'on a cette progression. Alors évidemment, cette année, c'est compliqué. Et tout le sujet, il est aussi géographique finalement, aussi. C'est de faire rencontrer des offres et des demandes. Il y a des entreprises qui demandent et il y a des jeunes qui demandent. Il y a des jeunes sans métier, des métiers sans jeunes, si je puis dire. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement de faire rencontrer les jeunes. Alors il y a les aides, on va y revenir. Il y a aussi des opérations. On a fait début juillet avec le Conseil régional et le ministère du Travail la semaine de l'apprentissage, et on renouvelle une opération les 16 et 17 septembre, qui sont les journées de l'apprentissage, où on donnera, mais on le fait au quotidien, mais on donnera un focus particulier pour permettre justement à des entreprises et à des jeunes de se rencontrer. Moi, j'ai des jeunes qui demandent de l'apprentissage et qui aujourd'hui sont sans entreprise. Alors, moi j'aimerais revenir sur l'accès à l'entreprise, parce que nous constatons sur le terrain qu'en fonction des secteurs d'activité, cet accès à l'entreprise est plus ou moins difficile. Il y a des entreprises, il y a des secteurs d'activité qui ont repris très fort depuis le confinement, et d'autres secteurs qui peinent. On a beaucoup d'entreprises qui ont mis à l'arrêt leur plan de recrutement, qui bénéficient toujours de chômage partiel. Donc d'un point de vue moral, il est parfois difficile d'expliquer à des salariés qu'on va prendre des stagiaires alors qu'une partie de ses collaborateurs bénéficient toujours de chômage partiel. Effectivement. Par contre, effectivement, l'apprentissage aux yeux de beaucoup de parents et de beaucoup de jeunes, c'est effectivement un choix qui est fait par défaut. Et malheureusement, ça devrait être une vocation. Il y a depuis des années et des années des plans de développement de l'apprentissage avec un investissement très très fort de tous les acteurs de terrain et des entreprises d'ailleurs, pour inciter les jeunes à aller vers l'apprentissage. Mais clairement, les jeunes qui ont de très bons niveaux scolaires vont privilégier les cursus universitaires, les cursus longs. De ton côté, bien que, pour modérer ce que j'étais en train de vous dire, on constate que dans les cursus à Bac+, le nombre d'apprentis est de plus en plus important. Et ce que disait monsieur le recteur est vrai. On constate quand même qu'à Pôle emploi actuellement, il y a une recrudescence des offres d'apprentissage, donc il y a de l'offre, et il est très important de faire le lien entre l'offre et la demande. La mission locale organise le 15 septembre à la salle W à Vousvillers un forum de l'alternance, et il y aura 30 CFA
Donc dans cette période-là, c'est important, c'est un nombre de partenaires importants qui seront présents, qui seront là avec des offres. Et donc moi j'invite les jeunes intéressés à s'inscrire à la mission locale parce qu'on le fait en respect des gestes barrières. Donc on va leur donner un créneau horaire pour se présenter. Et donc je les invite à se présenter à ce forum parce que c'est important en fait de mettre en relation les entreprises et les jeunes. De ton côté, Séverine, donc toi tu as choisi le stage plutôt que l'alternance. Ça a été facile de trouver un stage cette année? Je tiens à dire que c'était par défaut quand même. C'était par défaut. Parce qu'à l'origine, l'an dernier, je cherchais également une alternance. Mais on est un grand nombre dans un secteur, pour moi c'est la communication. On est énormément à chercher. Et puis les demandes par moment sont assez compliquées puisque les entreprises demandent à ce qu'on soit vraiment tout de suite des communicants parfaits qui savent tout faire alors que on est là pour apprendre et du coup c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Après personnellement ce fut plus une chance que autre chose puisque j'ai trouvé un stage au sein de, comme je vous l'ai dit avant, au sein de l'Écomusée d'Alsace qui m'a permis vraiment de découvrir des choses. Mais pareil pour les stages, il faut vraiment chercher et même je vous rejoins par rapport à toquer à la porte, je l'ai fait personnellement. On nous regarde, on dit on prend pas. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On force, on leur dit mais prenez-nous. Mais au bout d'un moment, on peut rien faire. C'est vraiment, il y a des domaines où il y aura plus de demandes que d'autres. Et je suis d'accord avec vous, mais pareil pour d'autres étudiants qui sont dans la communication, comme je l'ai vu, on a parfois beaucoup de mal à trouver, même si on a des compétences. Alors c'est vrai que d'une manière générale, l'alternance, c'est souvent, la recherche d'une alternance est souvent un défi à relever. Et bien cette année, cela relève carrément du parcours du combattant. Et c'est ce que vit Camille en ce moment. Regardez. Bonjour, je suis à la recherche d'une alternance pour une licence professionnelle assistant manager. Une centaine de CV envoyés, des dizaines de coups de fil passés, des heures et des heures de recherche. C'est le quotidien de Camille depuis plusieurs semaines. Elle vient d'obtenir un BTS MUC, Management des unités commerciales. Elle souhaite désormais se lancer dans une licence assistant de manager par alternance. Et pour y accéder, il faut qu'elle trouve une entreprise. Personnellement, j'aimerais me lancer dans les ressources humaines plus tard. Du coup, j'ai recherché plutôt sur les boîtes d'intérim, des grosses boîtes où j'étais sûre que je pouvais être avec des RH. Je n'ai pas de réponse positive pour l'instant et voire très peu de réponses en fait. En général, c'est plutôt non, nous ne recherchons pas actuellement de candidats ou alors non, vu de la situation actuelle avec le Covid, nous ne pouvons pas prendre d'étudiants. Une situation délicate, Camille n'est d'ailleurs pas un cas isolé. J'ai aucune de mes amies qui a réussi à trouver une alternance pour l'instant. Au début, quand on a été acceptés, ils nous ont envoyé une liste de toutes les entreprises qu'il y avait dans le Grand Est qui étaient susceptibles de nous prendre avec le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse postale. Et ça a beaucoup aidé pour les recherches, mais ça n'a pas été concluant. Et si elle ne trouve pas de solution à temps, Camille devra changer ses plans pour cette année. Je vais devoir commencer à chercher un travail, parce que je ne pourrais pas rester une année sans rien faire. Je vais devoir travailler. L'alternance est un mode d'études de plus en plus attractif. Cela permet à l'étudiant de signer un contrat de travail avec l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et peut lui verser un salaire. La même problématique se pose pour les apprentis. Selon l'Association nationale des apprentis de France, il pourrait y avoir une baisse d'au moins 50 000 apprentis à la rentrée. Et oui, que l'on soit apprenti ou alternant, l'un des objectifs, c'est aussi, au-delà de l'expérience, de trouver une source de revenus. Alors en juillet, le gouvernement a annoncé déjà des mesures pour lutter contre la précarité des jeunes. On a entendu parler de primes à l'embauche, d'aides financières pour les allocataires, boursiers, de repas universitaires à 1 €. Dites-nous en plus, Jean-Marc Huat. Alors, il y a deux sortes d'aides. Il y a les aides pour les entreprises. Effectivement, sur l'embauche d'apprentis, des aides de 5 000, de 8 000 euros quand le jeune a plus de 18 ans. Il y a des dispositifs aussi qui peuvent être des dispositifs d'attente. Par exemple, dans l'académie, on a créé des SAS, 9 SAS qu'on appelle tremplins, qui permettent en fait d'être dans une position d'attente pour des jeunes issus de 3e qui n'auraient pas de solution.
Ils sont dans les lycées professionnels et ils peuvent déboucher sur l'apprentissage au travers de tous ces forums. Et puis il y a des aides effectivement pour lutter contre la précarité étudiante. Il y a eu avant les congés l'aide de 200 € pour justement les jeunes qui avaient dû qui ont eu un stage qui a été rompu. Il y a, vous l'avez dit, pour les étudiants boursiers, le ticket de restaurant universitaire à 1 €. Il y a le gel des augmentations de frais d'inscription également dans les études supérieures. Il y a eu, il y a 2 ans, la suppression de la cotisation sécurité étudiante, qui était de 218 €, qui représente effectivement une aide supplémentaire pour les jeunes. Voilà. Donc il y a à la fois des aides, je dirais, du côté offre et accueil, et puis des aides pour les étudiants pour lutter contre la précarité. Alors selon vous, est-ce que ces aides-là, elles suffisent ? Est-ce qu'elles vont permettre vraiment de faire redémarrer les embauches des jeunes, d'éviter un petit peu cette situation de précarité ? Je sais que pour nous, pour les apprentis dans les CFA, pour les métiers, il y a les OPCO, là aussi, qui prennent en charge la restauration et l'hébergement, ce qui n'était pas le cas avant. Ils offrent aussi une aide de 500 € pour l'équipement, l'outillage de ces apprentis. Et vous avez aussi une aide de 500 € pour passer le permis de conduire. Ça aussi, c'est très important pour les jeunes. Je le vois de plus en plus à la Chambre des métiers où je signe des bons pour ces jeunes. Parce que voilà, c'est un tremplin. 500 €, c'est quand même pas rien. Et donc, il y a quand même un regain de volonté pour justement ramener les jeunes vers les métiers. Et le fait aussi de faire, tout à l'heure monsieur le recteur le disait, de faire des journées portes ouvertes et tout. Donc nous organisons ça aussi dans les CFA. Et c'est vrai que les jeunes viennent avec les parents, sont très intéressés. Et maintenant, ils ont aussi augmenté. Avant, c'était 3 mois que vous pouviez rester dans les CFA, même si vous n'aviez plus de patron, ou à la résiliation d'un contrat. Maintenant, ils ont augmenté ça à 6 mois. Donc, on peut continuer à suivre sa formation sans avoir la pratique. Continuer sa formation, ou alors chercher une entreprise qui veut bien les embaucher. Et là, ils sont complètement pris en charge par le CFA. Alors, on a une nouvelle question Facebook, une question de Marc qui nous dit « Je suis artisan maçon à Épin et je cherche un apprenti depuis l'année dernière, mais je n'en trouve pas. » Voilà. Ça, vous faites tous oui de la tête, ça vous semble évident ? Oui, tout à fait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité qui peinaient à recruter avant la crise. C'est souvent une image négative qu'ont les jeunes du métier, les métiers du bâtiment. À leurs yeux, sont des métiers pénibles, ce sont des métiers difficiles qui n'attirent pas les jeunes. Il y a un gros travail d'orientation aussi à faire avec ce public parce que à la mission locale, nous nous apercevons que lorsque les jeunes arrivent, ils ont une connaissance très restreinte des métiers. Ils ont souvent envie de s'orienter vers des métiers comme la vente où les débouchés ne sont pas forcément évidents en termes d'insertion durable, je parle, mais qui sont attirants du point de vue des conditions de travail. Le bâtiment, la restauration sont effectivement des métiers où il y a des contraintes importantes. Donc il faut aussi que nos jeunes acceptent ces contraintes et ce n'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller par exemple à Marc d'être présent sur les salons, de s'inscrire à certains organismes pour trouver un alternant? Il faut qu'il aille à la chasse à l'apprenti. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est ce qu'ils font. Pardon, monsieur le recteur, excusez-moi. Mais c'est ce qu'ils font déjà à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Aussi bien les entreprises. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui font des recherches sur les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas avant. Mais c'est là qui touche le plus de jeunes, apparemment, puisque c'est l'ère numérique. Voilà. Mais c'est vrai qu'on connaît bien la situation, des maçons, même des électriciens. Regardez, les électriciens, il nous faut des électriciens dans l'avenir, puisque tout devient écologique aussi, et ils peinent à recruter aussi. C'est des métiers, parce que je pense que les jeunes s'imaginent aussi la facilité de certains métiers. Travailler, c'est pas toujours évident. Il faut donner de soi, et puis il faut être passionné.
Alors on parlait de précarité des jeunes. Toi Séverine, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Comment, personnellement, si je peux te poser la question, personnellement, comment tu t'en sors financièrement ? Personnellement, puisque mon stage devait durer 5 mois, donc à partir d'une certaine durée, j'étais gratifiée vis-à-vis de ce stage. Donc je gagnais, je crois, 3,90 € par heure. Donc j'avais quand même une petite aide. Et vu que j'avais un logement, donc il y avait aussi la CAF qui m'aidait. Mais moi, je ne touchais pas la bourse, contrairement à d'autres personnes. Donc j'avais pas l'aide de la bourse ou des choses comme ça. Donc c'était beaucoup mes parents qui m'aidaient. Vous aviez droit aux 200 €, je ne sais pas si vous les avez demandés. J'y avais pas le droit parce qu'il y avait une certaine marge et que j'avais réussi à me débrouiller pour faire en sorte d'être logée chez un ami pour que justement la rémunération, la gratification que j'ai reçue puisse vraiment m'aider moi sans que j'ai besoin de faire payer un loyer soit à mes parents, soit à moi en fonction. Donc globalement, tu sens qu'il y a une précarité chez les jeunes, tu le sens au quotidien, tu le ressens chez tes amis Oui, autour de moi, j'ai plusieurs amis qui ont fait des prêts étudiants où ils m'ont dit, oui, pendant ce fameux confinement, ils ont continué à payer. Et pour savoir comment faire par rapport aux 200 €, il faut vraiment se renseigner, fouiller, essayer de trouver comment faire. Et il y en a par moments qui abandonnent. Mais après, c'est une histoire de volonté, de chercher et trouver. Bien sûr. Alors nous, on a suivi 2 jeunes étudiantes post-bac, Julie et Léa. Elles ont choisi toutes les deux de travailler pendant l'été pour financer leurs études. Alors les jobs saisonniers cette année, c'était pas facile à trouver, mais je vous propose de regarder le reportage et d'en parler juste après. Julie prépare sa caisse. Dans quelques minutes, elle va accueillir les clients du Super U de Rohrbach-les-Beach. Des clients qu'elle rencontre régulièrement depuis près de 2 ans. Elle a trouvé ce travail en plus de ses études. Elle va bientôt démarrer sa 3e année de licence en lettres modernes à Metz. Les études, c'est pas gratuit, donc il faut bien les payer. Et j'ai aussi envie d'être indépendante, du coup ça m'a motivée à chercher du travail. Et parce que j'aime bien faire quelque chose en dehors de mes cours et pas rester à la maison, donc voilà. Une charge de travail qui s'ajoute à ses révisions. Julie doit gérer son emploi du temps. La semaine, quand j'ai fini les cours, j'essaye souvent d'aller à la bibliothèque universitaire pour réviser le soir. Et après, le week-end, je me laisse place au boulot et aussi à mon amusement personnel. Mais sinon, je révise aussi pendant les week-ends. Ça m'arrive de temps en temps. Quand par exemple, je travaille que le matin, je peux réviser l'après-midi. Et puis pendant les vacances, j'ai des jours de libre aussi. Donc ça me permet aussi d'apprendre en dehors du boulot. À la caisse d'à côté, on retrouve une seconde étudiante, Léa. Elle vient d'obtenir son bac et va entrer en prépa ostéopathe à Strasbourg. Elle est déjà très investie en dehors de ses études puisqu'elle est pompier volontaire et effectue régulièrement des gardes. Cette année, elle a cherché un autre travail pour le mois d'août. 103,21 €, s'il vous plaît. C'est obligatoire parce que les études, comme dit, ça coûte cher et du coup pour les financer, je suis obligée d'avoir un travail à côté, c'est obligé. Donc. Comme Julie, elle souhaite continuer de travailler en parallèle de ses études. Outre l'aspect financier, c'est une première expérience professionnelle à inscrire sur leur CV. Je rencontre beaucoup de gens et ça me permet beaucoup de discuter et j'aime beaucoup le contact avec les clients. Je m'entends avec beaucoup de clients, donc c'est très bien, ça m'apporte la joie de vivre. Bon, après, c'est pas toujours facile, ça c'est sûr, mais franchement, c'est très bien et le contact client, hôtesse de caisse, j'adore. Franchement, c'est très bien. Encore faut-il pouvoir trouver un job étudiant. Les opportunités se font plus rares avec la crise. Les banques s'attendent donc à une hausse des demandes de prêts étudiants. Bonne journée, bon week-end. Merci, apparemment. Et vous l'avez entendu, on parle d'une difficulté à trouver un job saisonnier, d'une éventuelle hausse des demandes de prêts étudiants. Quel sentiment ça provoque chez chacun ? Une hausse des prêts étudiants, démarrer dans la vie avec des dettes. Paula Vicencio, quel est votre point de vue ? Je pense que ça fait longtemps que notre jeunesse est disqualifiée et que notre jeunesse est précaire. Et on le voit depuis des années. Et il est temps, effectivement, de prendre ce problème à bras-le-corps. Les jeunes n'ont pas droit au RSA. Ce que je peux comprendre, mais par contre, donc l'État a mis en place la garantie jeune depuis quelques années, qui est là un petit peu pour compenser, mais effectivement, un jeune qui est étudiant, qui est au-delà des ressources pour être boursier, peut se retrouver très très rapidement dans une situation de grande pauvreté. Et d'ailleurs, le plan pauvreté, si
cible bien les jeunes comme l'une des cibles prioritaires de ces actions. Et puis ces jeunes qu'on pourrait presque appeler la génération Covid, c'est une génération qui pour vous est sans futur, ou est-ce que c'est une génération qui va galérer temporairement? Comment vous voyez les choses? Moi, je crois qu'il faut faire preuve d'optimisme. On est dans une crise sanitaire qui est profonde, pour laquelle on a, je dirais, beaucoup œuvré depuis 6 mois. Je crois qu'on est collectivement plus fort en septembre qu'on ne l'était en mars, qu'on ne l'était en mai ou qu'on ne l'était en juin. L'État met en place des plans véritablement d'aide aux jeunes. Ce plan Un jeune, une solution est un engagement très très fort du gouvernement, du Premier ministre, des ministres du Travail, de l'Enseignement supérieur, du ministre de l'Éducation nationale, pour véritablement accompagner les jeunes. Nous travaillons localement avec les Crous pour que les jeunes étudiants en situation précaire puissent être aidés. Nous dialoguons avec les organisations étudiantes pour qu'ils puissent être aidés. Je vous donnais des exemples tout à l'heure. Le restaurant universitaire à 1 € pour les étudiants boursiers, c'est un progrès vraiment extrêmement important. Donc je crois qu'il faut vraiment être optimiste. On est dans une période qui est une période sanitaire compliquée. On a des signes, je dirais, de reprise et d'optimisme. Et surtout, ne cédons pas à la tentation du désespoir, parce que alors là, sinon, on ne peut pas avancer. Donc, je suis sans doute un optimiste né, mais voilà, je voudrais dire aux jeunes qu'on est derrière eux et on est là pour les aider. Voilà, ils ne sont pas laissés sur le carreau, en tout cas. Non, et je suis de cet avis à 200%, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment optimiser. Cette période a été très difficile, mais on en a déjà connu des périodes comme ça. Et il ne faut pas s'intégrer dans cette noirceur-là que nous détruit tout l'environnement, les médias, tout le monde y plombe un peu cet encouragement pour les jeunes à avancer. Non, voilà, il faut optimiser, il faut se dire le matin, allez hop, on y va. Et puis, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'entendre tous les matins la même chose en disant voilà, ça va mal, ça va mal. Non, la reprise est là. Il y a des secteurs comme le bâtiment et tout qui ont des plannings remplis. Et Marc cherche un apprenti. Voilà, le message est passé. Il y a des entreprises qui cherchent des personnes qualifiées, des apprentis. Donc voilà, optimisons. Arrêtons de toujours tout noircir, et surtout pour ces jeunes qui se lancent dans la vie, ça doit être très déprimant. Ça te rassure, Séverine, d'entendre ce discours-là? Ça te rassure? Alors personnellement, je me voilais pas la face. Je me doute qu'il y a certains endroits où c'est plus bloqué que d'autres. Il y a pas de souci. Après, je sais que la communication, que ce soit audiovisuel ou même print, c'est là où je vais me diriger. Donc, je vais pas forcément aller chez Marc en tant que maçon, parce que je suis désolée, mais je suis pas fait pour ça. Même si je pourrais très bien essayer de m'adapter à la chose, mais personnellement, je m'adapte plutôt à la demande, et c'est pour ça que là, par exemple, l'entreprise à laquelle j'ai fait mon stage m'a proposé de continuer chez eux, de continuer à découvrir leur monde avec un service civique. Voilà une solution. Et j'ai pas bloqué les portes, certes, c'est pas rémunéré autant qu'un premier CDI au SMIC. On gagne 470 € environ de l'État, et 100 € de ma part, c'est de la part de Musée Mulhouse Sud-Alsace. Donc c'est quand même une certaine somme. Et pour moi, pour débuter, c'est déjà ça. Je ne serai pas sans rien. Je commence dans le domaine qui me plaît, je continue à découvrir une entreprise qui me plaît également, et qui me permet aussi de m'épanouir dans les différentes compétences où je suis. Alors justement, tu parles d'épanouissement. Nous, on s'est demandé quelles sont les aspirations des jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont prêts à tout pour travailler? Quels sont leurs rêves professionnels et dans quelles conditions? Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Quels sont tes rêves professionnels? Alors mes rêves professionnels, je dirais que ça serait de faire beaucoup d'argent, travailler en Suisse, éventuellement dans une entreprise de transport pour le commerce, pour être commercial, éventuellement voilà, travailler sur le terrain, bouger on va dire, et pas rester tout le temps derrière un bureau, quoi. J'aimerais bien faire une école une école d'ingénieur du coup, mais si mes résultats le permettent, c'est surtout ça le problème. Être directrice dans une entreprise de transport, pourquoi pas, ou être exploitante. Gérer des lettres de voiture ou des documents de douane, des choses comme ça pour que les transports se passent au mieux possible. Plus tard, est-ce que tu es prêt à travailler à n'importe quelle condition?
C'est que oui ou non, tout dépend. Tout dépend, on va dire, parce que je suis bon en langue, donc je veux aller dans un pays étranger, je veux pas aller travailler en France. C'est-à-dire que l'Allemagne, je suis très bon en allemand, donc plutôt l'Allemagne ou le Luxembourg ou la Suisse. Disons que si le salaire suit, je dirais oui. Après, bien évidemment, il y a quand même des limites, mais en soi, je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, ils vont pas nous demander des conditions d'esclaves, entre guillemets, voilà, avec des 50 heures semaine, pas payées, des heures sup, etc. C'est pas légal aujourd'hui, donc en soi, oui, je suis assez prêt à accepter un bon travail si le salaire suit, quoi. Ah oui, s'il faut travailler, c'est pas un problème. Hein. S'il faut faire des heures supplémentaires, il faut. Pas non plus travailler tout le temps, avoir comme des pauses et je sais pas, des moments entre amis, des moments détente, quoi. Ce serait quoi les limites justement? Des heures sup pas payées, un salaire très bas à l'embauche, pas d'augmentation au bout d'un certain temps dans l'entreprise, pas d'évolution de poste, etc., quoi. Si on continue avec la pandémie actuelle, ce qui va être compliqué, c'est sûrement de trouver un poste fixe, parce que généralement après les entreprises ne recrutent pas tout le temps. Et donc ce qui va être compliqué, c'est de trouver un travail et d'y rester, justement, c'est ça. Voilà, c'est ça, toute la difficulté. Alors, il y a des tendances chaque année, on le sait, des filières plus prisées que d'autres. C'est quoi la tendance cette année à la rentrée ? Alors, c'est difficile à dire parce que d'un secteur à un autre, ça peut être relativement différent. Mais ce qui ne change pas cette année par rapport aux autres années, c'est que les jeunes qualifiés vont trouver et trouvent plus facilement que les jeunes qui n'ont aucune qualification professionnelle. On l'a vu après la crise de 2008 et je pense qu'on va retrouver à peu près ce phénomène. On parlait tout à l'heure un petit peu de génération sacrifiée, ça je n'y crois pas. D'ailleurs les jeunes sont très résilients et je le vois tous les jours. Moi je dirais qu'on parle plutôt de génération disqualifiée parce que l'accès au marché du travail se fait souvent sur des postes inférieurs au niveau de diplôme. Alors on a entendu des choses de la part des jeunes, mais très souvent l'accès à un poste de cadre pour un jeune sans expérience peut être compliqué et souvent les niveaux de diplôme ne préjugent pas du poste occupé. Alors justement, désormais, il y a une obligation de formation pour tous les jeunes de 16-18 ans. Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, à peu près au niveau national, à peu près 80 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans aucune qualification. Avec le constat qu'on vient de faire, effectivement, ce sont des jeunes qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Donc l'objectif, c'est d'une part, on a avancer l'âge de scolarité pour les tout petits, à l'âge de 3 ans, pour permettre une sociabilité plus importante dès le plus jeune âge. Et on a reculé à 18 ans, donc l'âge de l'obligation scolaire. Donc l'obligation de formation, pardon. Et ça se traduit de différentes manières. Donc ça peut être effectivement par la poursuite d'un cursus scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans en vue d'obtenir une qualification. Ça peut être également l'apprentissage dont on a beaucoup parlé. Et ça peut être aussi un accompagnement à la mission locale, puisque la mission locale va être chargée de suivre cette obligation au niveau des jeunes avec nos partenaires. Un accompagnement pour les amener vers des dispositifs de droit commun tels que la garantie jeune, qui est un dispositif d'accompagnement très renforcé assorti d'une allocation de 490 € par mois pour les jeunes et qui leur permet de rechercher un emploi ou une formation, mais d'une façon intensive, tout en étant épaulé par un conseiller. Et l'entrepreneuriat dans tout ça, est-ce que ça séduit les jeunes ? Oui, Séverine, tu dis oui, c'est l'un de tes projets, c'est en tout cas un plan B, il me semble, pour toi. Raconte-nous un peu. C'est même pas un plan B, c'est-à-dire que là, comme vous l'avez compris, je pense, je vais faire un service civique et à côté, je vais aussi lancer ma propre entreprise, donc dans mes domaines où je m'y connais le mieux, mais vraiment pour faire en sorte derrière de continuer à apprendre, à apporter
des choses aux personnes qui recherchent, mais également pour m'arrondir les fins de mois quand même, parce que c'est un bon moyen pour continuer à évoluer, à apprendre, et pour moi c'est très intéressant, et je sais que je ne suis pas la seule à penser de cette manière-là. Après, dans les métiers du entrepreneur. Oui, avoir une micro-entreprise. Alors justement, est-ce que vous avez un conseil pour tous ces jeunes qui souhaitent entreprendre, qui se lancent dans un nouveau projet? Tout à fait. Bien travailler le projet. Il faut surtout avoir les bases solides, quoi. Voilà, et bien travailler le projet. Donc je pense que nous avons à la mission locale, nous avons à la mission locale un parrain bénévole. Donc c'est une personne qui est retraitée justement de la CCI, qui vient régulièrement à la mission locale pour apporter des conseils et pour soutenir les projets d'entrepreneuriat des jeunes. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors il y a des projets qui bien sûr nécessitent encore d'être peaufinés et travaillés, mais on est quand même surpris par la qualité de certains projets et par l'avancée de certains projets qui méritent vraiment beaucoup d'attention. Voilà une autre solution. Parfois justement on s'imagine que c'est facile. Et finalement, c'est pas aussi facile que ça d'être entrepreneur. Et donc ça aussi, il faut bien peser le pour et le contre, parce que là, on compte plus les heures. Justement, on compte pas la rémunération. C'est une belle volonté, mais je pense qu'il faut toujours, entre guillemets, un peu de bouteille dans le métier, pour vraiment avoir des assises, parce qu'il y a justement tellement de jeunes qui veulent faire ça, qui veulent être leur propre patron. Ça, c'est vrai qu'on le rencontre très, très souvent. Donc ça, c'est une solution aussi pour les jeunes. Jean-Marc, je vois que vous vouliez aussi réagir à cette... L'entrepreneuriat, c'est une solution. D'ailleurs, on l'encourage. On travaille notamment avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui fait des mini-entreprises dans les collèges et les lycées, et qui vraiment est très, très, très dynamique. Je voulais dire aussi, on fait un effort sur les services civiques, puisqu'il y a une augmentation forte des services civiques, plus 1000 dans la région, qui permet véritablement aux jeunes, peut-être de trouver des solutions d'attente, mais aussi d'avoir le pied à l'étrier, je dirais, pour aller plus loin. Et puis ces jeunes, il faut aussi leur dire, et c'est aussi toute la politique que l'on a, où à l'école primaire, les fondamentaux, lire, écrire, compter, c'est aussi des éléments tout à fait importants, parce que quand on se présente sur son premier emploi, le premier CV, la première lettre de motivation, c'est quelque chose d'important. Voilà. Alors, c'est ça, c'est la première image. Voilà. Je me permets de rattraper ça, de rappeler ça. C'est vrai qu'il y aura 100 000 emplois services civiques de plus au niveau national. Et 150 000 entrées en garantie jeune en 2021 au lieu de 100 000. Donc l'effort est très conséquent. Un petit peu de changement. Alors on va quand même rappeler... rajouter aussi que chez nous, c'est justement l'armée est venu et demandeur justement pendant ce service civique. Ils ont aussi différents métiers, on pense l'armée, voilà. Non, là ils sont demandeurs et ils viennent aussi faire des journées d'information dans les CFA pour justement dire aux jeunes, vous voyez, il y a tout un panel. On peut être infirmière, on peut être dans les bureaux, on peut mécanique, communicant, voilà, photographe. Et voilà, donc il y a du travail quand même. Effectivement. Alors on va revenir aussi sur ce qu'on a vécu pendant cette crise. On se rappelle que chacun d'entre nous a dû s'adapter pour travailler, trouver une nouvelle organisation à la fois professionnelle et personnelle. Alors le télétravail et la visioconférence étaient finalement nos alliés à tous ou quasiment. Eh bien désormais, ce sont des outils bien intégrés dans l'apprentissage scolaire. Regardez. Rapidement, il a fallu que les établissements trouvent des solutions pour que les élèves puissent malgré tout suivre leur programme. Des cours à distance ont donc été mis en place avec de nouveaux outils à gérer. Étaient concernés également les étudiants qui se destinent à leur tour à l'enseignement. C'est le cas d'Agnès et Lucie. On a eu beaucoup de cours par mail, des cours également en vidéoconférence. Donc c'était assez compliqué de gérer ça et de surtout devoir également faire tout ce qui était les dossiers, les partiels, car c'était vers la fin de l'année, donc c'était surtout ça. Effectivement, il a fallu s'adapter puisque du coup les journées, il fallait les gérer différemment
et vraiment progresser à son rythme, mais tout en respectant le travail qu'il fallait fournir, quoi. Des habitudes à prendre qui pourraient finalement avoir un impact positif sur leur future carrière en acquérant ces nouvelles compétences. Elles ont d'ailleurs déjà des idées pour enseigner autrement. Il y a beaucoup de logiciels qui existent avec des jeux pour pouvoir apprendre par le jeu qui a été mis en place pendant le confinement pour que les élèves puissent vraiment travailler d'eux-mêmes et pouvoir faire ça également par le jeu, car à l'école on utilise aussi beaucoup de jeux, de divertissements pour que les élèves puissent apprendre plus facilement. Moi, c'est vrai par Internet, on peut faire énormément de choses et on trouve énormément de ressources aussi qui justement font que l'enseignement à distance n'est pas facilité, mais on peut trouver énormément de ressources qui vont nous permettre de proposer de nombreuses choses aux élèves par Internet et du coup à distance aussi. Et c'est vrai que du point de vue là, c'est très intéressant. Les écoles passent de plus en plus au tout numérique. Les élèves disposent de nombreuses ressources et d'outils diversifiés. Pour les futures enseignantes, ces usages vont encore plus se généraliser. Je pense que c'est bien pour les élèves parce que c'est quand même une grande source de motivation. On peut faire énormément de choses ludiques avec les ordinateurs aussi, ce qui est aussi très motivant pour les élèves. Mais je pense qu'une certaine dose de travail avec le numérique doit être respectée et ne doit pas être trop abusive vu le contexte dans lequel les générations actuelles évoluent et sont sans cesse en face des écrans, etc. Dans le futur, la technologie, je pense qu'elle va se développer de plus en plus, donc c'est important pour les élèves de pouvoir utiliser la technologie et de pouvoir être tous les jours en contact avec cet environnement-là. Le présentiel, forcément, c'est le plus important parce que je pense que pour les élèves et même pour les enseignants, c'est beaucoup plus facile de transmettre du savoir pour l'enseignant, mais aussi de construire le savoir pour l'élève. Et du point de vue là, pour moi, le présentiel, il est plus qu'important, quoi. Cette année, elles auront peut-être l'occasion de mettre à profit leurs nouvelles aptitudes face à leurs premiers élèves. Alors ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie, c'est devenu une évidence dans le milieu scolaire ? Oui, puis je crois que la crise sanitaire nous a aidés aussi pour je dirais, continuer la révolution numérique. C'est important l'écrit, c'est important les livres. Et pour les petites classes, effectivement, il faut apprendre à écrire. Après, je dirais dans l'insertion professionnelle, le numérique est également un élément important. Avec le président Rotner, on a distribué ce matin au lycée Poincaré de Nancy des ordinateurs dans le cadre du lycée 4.0. Alors ça ne remet pas du tout en cause le livre, ça ne remet pas du tout en cause la littérature, mais on fait ici une révolution numérique, on accompagne les professeurs. Et je dirais ça nous a aidés dans le confinement parce qu'on était dans l'académie, on était dans la région, prêts, peut-être plus près qu'ailleurs pour pouvoir aller là-dessus. Et puis, il y a une chose toujours dans mon optimisme habituel, on parlait, vous commenciez l'émission sur les élèves, les bacheliers, les nouveaux bacheliers, eh bien ils ont eu 4-5 mois de cours à distance. Et je pense qu'ils ont peut-être plus que les générations d'avant, acquis un petit peu plus d'autonomie dans le travail. Et ça, je pense que c'est aussi un gage de réussite pour l'enseignement supérieur. Alors justement, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir naître de nouveaux métiers, de nouveaux travailleurs aussi grâce à ces outils ? Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que nous, on avait déjà cette disposition pour les formations initiales et continues. Donc on avait déjà ça bien en amont et c'est vrai, comme disait monsieur le recteur, c'est vraiment là le confinement qui a fait que réaliser tiens, on peut tout continuer. Justement pour la préparation des examens, il fallait continuer pour les jeunes. Donc on les a laissés, les professeurs, ils ont continué avec le numérique et on a laissé les jeunes première année justement dans les entreprises qui étaient en difficulté. Mais on s'est vraiment rendu compte que ça jouait un rôle essentiel, ce numérique. Moi, je trouve très important et puis on a fait un travail vraiment de qualité en télétravail. Ceci dit, il y a quand même des limites. On voit notamment un nombre de décrocheurs relativement important. Il y a aussi un nombre de personnes de jeunes, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on maîtrise tous les outils numériques. Et on a vu un certain nombre de jeunes qui ont décroché parce qu'ils n'étaient pas en mesure. Soit ils ne sont pas équipés.
équipés, soit ils ne sont pas adeptes. équipés, soit il leur manque quelques connaissances d'usage. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse le faire à un moment donné de la scolarité. C'est important, mais le rapport au professeur est indispensable et reste indispensable. C'est avec les professeurs. Hein. Rien ne remplace le présentiel. Hein. Ça a été dit dans le... Ça, c'est évident. C'est pas parce qu'on est devant un écran que ça remplace le contact humain qu'on a à côté de quelqu'un. Moi, je sais que je trouve ça important d'avoir la personne à côté de nous. On a plus de facilité à discuter avec quelqu'un de cette manière-là. Le côté relationnel et affectif qu'on peut développer avec son professeur me semble essentiel. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. En plus, depuis la rentrée scolaire, c'est-à-dire depuis 2 jours, on voit des gens heureux de se retrouver. Et rien ne remplace la relation du maître et de l'élève. Mais l'outil numérique est important aussi pour la formation du jeune. Et on a vu qu'il était utile dans des situations qu'on n'espère pas revivre, qui est celle du confinement. Alors justement, pour finir de métiers. Oui, tout à fait. Parce que les métiers se transforment à travers ça. Les électriciens, même les entreprises, pour faire des devis. Maintenant, elles n'ont plus besoin de papier. Hop, elles amènent leur tablette chez le client et elles peuvent tout de suite leur dire si c'est dans le stock. Et non, c'est vraiment très utile. Alors pour finir, parce qu'on arrive quasiment à la fin de notre émission, un dernier mot. Comment est-ce qu'on peut rassurer les jeunes sur l'avenir? Rapidement, en une phrase. Alors si moi je peux réagir par rapport à ça, puisque je rêve quand même un discours que tu as envie d'entendre. Personnellement, quand j'entends que le gouvernement nous aide, c'est vraiment très appréciable. Après, faut expliquer un peu pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout sur les manières de faire. Il faut quand même prendre les b.a.-ba et après. Faut pas lâcher, il faut rester positif. Et puis j'en profite pour dire que personnellement, mon entreprise où je suis, elle m'a proposé un service civique, mais elle propose encore maintenant un autre service civique en médiation culturelle. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Un deuxième candidat. C'est ça. Donc il ne faut jamais hésiter et se renseigner et pas perdre espoir, quitte à baisser un peu ses envies ou le poste qu'on voudrait avoir. C'est en commençant au plus bas qu'on apprend et qu'on évolue. Tout à fait. C'est l'échelle qu'il faut gravir petit à petit. Et après, on a la fierté d'avoir réussi à gravir cette échelle. Voilà, de bons conseils. Rapidement, Marc Huard. Confiance. Oui. Il faut que les jeunes aient confiance, en eux-mêmes, confiance dans le système, et mobilisation, parce qu'il faut aussi qu'ils se mobilisent. Voilà. Et c'est avec les deux qu'ils peuvent trouver toute l'aide qu'on peut leur apporter, notamment dans les plans gouvernementaux qui sont mis en place. Moi, je ne crois pas à la fatalité, donc je crois qu'il est absolument nécessaire que les jeunes se prennent en main. Il y a des aides, il y a des accompagnements qui sont là, les mains sont tendues, donc c'est à eux de se prendre en charge et je leur fais confiance pour ça. Liliane Lide, moi je dirais de rester surtout optimiste et de, comme vous dites, de se prendre en main. Parce qu'il y a des instances qui sont là pour aider. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. Mais il suffit de pousser les portes. Il faut aussi se bouger, quoi. Il ne faut pas rester non plus dans son coin à dire j'attends. Non, il faut y aller, quoi. Il faut un peu aussi se prendre en main quand on veut avancer. Et provoquer le destin. Et provoquer le destin, vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Séverine, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que ça se passe bien au sein de mon service civique et que mon auto-entreprise se passe aussi très bien, enfin ma micro-entreprise. Et que cette rentrée soit peut-être plus sereine que la précédente, que l'année se passe plus facilement. C'est ça, oui, et par rapport au Covid, que ça rechute pas et que ça se passe pas aussi mal en temps d'urgence et de panique. Et pour l'ensemble des étudiants également, qui, face à ça, on est par moments désarmés, on ne sait pas quoi faire et on se heurte à des murs, on a peur. Voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Effectivement, on le sait, cette année, il y aura quelques embouteillages sur le chemin des études supérieures, certainement aussi sur le marché du travail, on l'a dit, quelques incertitudes et toujours beaucoup de gestes barrières. Mais les jeunes prouvent chaque jour leur capacité d'adaptation en changeant leurs habitudes de travail, leur façon d'étudier. Certains sont prêts à travailler sur de courtes missions ou même pendant les vacances pour se créer leur propre expérience professionnelle. D'autres créent même leur propre job en se lançant dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut dire que flexible serait le mot qui pourrait caractériser les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, on souhaite à tous les élèves et les étudiants une bonne rentrée scolaire.
Finalement, aujourd'hui, c'était aussi un petit peu ma rentrée à moi, donc je suis ravie de l'avoir partagé avec vous, Kat. Merci vraiment d'être venue sur notre plateau. Merci également à nos internautes d'avoir posé leurs questions en direct. Et puis Mosaïque Cristal vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau Polygone. Cette fois, c'est Uranie Tozic qui évoquera avec ses invités l'après-Covid-19. Elle abordera notamment la santé de nos hôpitaux, donc à ne pas manquer. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.